Bonjour. Allez, c'est de nouveau Claire-Lise. Nous sommes sur cette 4e audio sur l'amour en lien avec l'énergie du mois de juillet. Donc il y a eu 3 audios déjà. Si vous voulez les écouter, ils sont sur ce podcast. On étudie des enseignements amérindiens et l'énergie d'une roue chamanique et on est sur les énergies du mois de juillet. Alors, cette 4e audio fait suite au 3e, une suite directe, donc je vais reprendre là où on en était resté. On en était resté à la désillusion à l'amour, où tout d'un coup, à un moment dans notre vie, on prend conscience qu'on n'a pas vraiment été aimé et que ce qu'on appelait de l'amour n'en était pas. Alors, qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là dans le passage de la désillusion? Il va y avoir un passage émotionnel. Suivant les personnes, ça prend différentes formes, comme du chagrin, mais souvent c'est la colère qui arrive en premier. Il y a un processus de deuil qui va se mettre en route. Et dans le processus de deuil, la première chose qui se passe, c'est la colère. On va faire le deuil de quoi? On va faire le deuil de l'amour qu'on a cru avoir et qu'on n'avait pas. Quelle est la bonne nouvelle qui va se passer à ce moment-là? C'est que notre façon de rentrer en relation avec les autres va être beaucoup plus vraie. Il y aura moins de mensonges, il y aura moins de faire semblant, il y aura moins d'injonctions à tenir, conscientes et inconscientes. On s'aime, on doit se respecter, on est bien ensemble, tous ces liens de loyauté, tous ces jeux relationnels inconscients. Tout d'un coup, tout s'écroule, tout casse. Hein. Il y a une prise de conscience et il y a un deuil qui s'amorce. Et dans ce deuil, il va y avoir souvent, la première étape du deuil, ça va être la colère. Quelque chose qui passe, qui tranche. Et puis après la colère, il y aura peut-être la tristesse, le chagrin, la dépression. Et puis peut-être qu'à un moment, repartir dans l'espérance d'autre chose. Il va y avoir un retournement à ce moment-là. Quand on passe par le passage de la désillusion à l'amour, il y a un phénomène étrange. C'est que toutes ces personnes qu'on avait aimées, ou cette personne que j'avais tant aimée, cet ami, cet amoureux, ce père, cette mère, ce grand-père, cette grand-mère, ce frère, cet oncle, cette personne que j'ai tant aimée, tout d'un coup, devient mon meilleur ennemi. Vous avez remarqué ça? La façon dont tout d'un coup ça se bascule, on s'aime tellement et tout d'un coup on va se déchirer, se détester tellement. C'est incroyable ça. Donc notre ennemi, c'est très souvent quelqu'un qui avait été un ami avant. C'est un proche qui est devenu ennemi et c'est ça qui va pourrir notre vie affective. Et notre vie tout court en fait. Parce qu'un ennemi qui est lointain reste un ennemi, mais un ami qui devient un ennemi, c'est quelqu'un à qui on s'était attaché dans notre cœur, avec qui on avait créé de la relation affective et qui tout d'un coup devient notre ennemi et ça va pourrir notre vie. Ça va même pourrir peut-être notre vie spirituelle. On peut avoir l'impression que l'amour devient un cadeau empoisonné. Nous nous sommes investis affectivement dans une relation, dans plusieurs relations, et tout d'un coup, non seulement c'est un échec, mais ça devient du poison émotionnel, du poison affectif. Ça peut faire des moments de grand drame dans notre vie où tout d'un coup, on ne croit plus à l'amour. Et on va fermer notre instrument, l'instrument de l'amour, l'instrument qui joue de l'amour en nous, c'est notre cœur, on va fermer notre cœur. C'est là où tout d'un coup, on peut passer de l'amour à la haine, de l'harmonisation à l'hostilité. On peut vivre comme ça dans notre cœur des passages par l'agressivité, par le rejet, par la contestation et même par cette colère qui va jusqu'à la haine. Et le drame, c'est que si on se le refuse ça, si on est sous l'injonction qu'il faut aimer, qu'il ne faut pas se mettre en colère, qu'il ne faut pas haïr, qu'il faut avoir une pensée positive, qu'il faut être dans la gratitude, etc., dans toutes ces pensées bien pensantes. Si on se refuse en fait de faire ce passage,
eh bien, on va s'auto-empoisonner. Notre passage émotionnel va se retourner contre nous et ça peut déclencher des maladies de cœur, des maladies de corps, des maladies psychiques, psychologiques, émotionnelles et relationnelles. Donc, quand on travaille la notion de cœur et d'amour, s'autoriser à aimer et à détester, voire à haïr, c'est aussi une façon de prendre soin de son hygiène corporelle, de son hygiène émotionnelle. Ce qui va faire la différence, c'est qu'on va le faire en conscience. On ne va pas laisser ce poison émotionnel être pris, vous savez, vous rappelez, par les entités énergétiques qui se nourrissent de ça et qui vont l'alimenter, l'augmenter et nous faire macérer là-dedans. On ne va pas se laisser infecter à ça. On va se laisser saigner dedans. Et on va regarder ça, on va regarder cette plaie pour la guérir rapidement avant qu'elle se surinfecte. Donc on ne va pas laisser l'abcès se faire, c'est-à-dire on ne va pas tout fermer, ne pas regarder, mais on va faire péter l'abcès, on va laisser le pus se dégager de cette plaie et on va se laisser saigner dedans pour mieux se guérir. Donc encore une fois, on est à ce niveau-là dans une acceptation de ce qui est et l'acceptation de vivre notre humanité dans ces deux polarités. Toujours avec cette notion de maîtriser l'énergie de ce qu'on vit, de ne pas laisser notre énergie être prise, s'emparer par d'autres entités autour de nous qui vont utiliser notre colère, notre haine, notre tristesse au profit de quelque chose qui nous serait néfaste. Nous allons utiliser nos émotions pour mieux nous guérir, pour mieux exorciser en nous notre blessure. À ce moment-là, c'est l'énergie du feu qui passe. C'est l'énergie du feu et de la purification de ce qui est là. Dans cette colère, dans cette désillusion, dans cette acceptation de lâcher prise à nos côtés bien pensants et bienfaisants, nous allons donc accepter de transgresser. C'est-à-dire arrêter de faire comme on a toujours fait, arrêter de faire comme on nous a toujours dit de faire, arrêter de dire comme on a toujours dit. Parce que tout d'un coup, on s'aperçoit qu'on est en bout de course, en bout de scénario, et que ce qu'on a fait et ce qu'on a dit jusqu'à aujourd'hui, finalement, était mortifère. Ça nous amène dans un drame d'amour, un drame de relation. On va s'autoriser à sortir du moule, à sortir de la pâte à modeler, à sortir de la colle, à sortir de la poudre aux yeux. Et on va vivre un moment de vérité de nous à nous-mêmes et de nous avec les autres. Un moment de vérité et de vie. La colère, c'est la première énergie de vie. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait déjà vu ça en mars. C'est l'énergie de vie. Tout d'un coup, dans ce deuil, il y a quelque chose, il y a l'épée qui tranche. L'épée du guerrier de lumière, l'épée de ce masculin sacré qui vient trancher, ça suffit. Et le dragon en nous de la colère qui se redresse et l'énergie du feu qui vient pour brûler ce qui n'est plus viable en nous. Et on va sortir du moule, on va oser transgresser. Peut-être qu'on va oser dire la vérité à ces personnes qui nous sont proches et avec qui on se sent blessé à l'amour. À ce moment-là, si c'est dans notre famille, par exemple, nos scénarios d'enfants et nos lois familiales nous ont amenés parfois à adhérer à certains scénarios relationnels, familiaux, certaines croyances, certains fonctionnements qui étaient reliés à un dysfonctionnement familial, peut-être à un secret de famille, peut-être à des croyances religieuses, spirituelles ou les croyances de nos parents en lien avec plein de choses. Et tout d'un coup,
On va dénoncer, on va dire qu'on n'est plus d'accord, on va dire qu'on voit de la supercherie, qu'on voit que ce qu'on se disait là, c'était pas de l'amour. Toute la difficulté, ça va être d'arriver à le dire en maîtrisant notre énergie de Mars, sans vouloir détruire l'autre, ni vouloir détruire la relation, ni vouloir me détruire. Je vais utiliser cette énergie de colère vraiment dans la posture de Mars, dans une retenue, une écoute intérieure. Je vais aller débunker en moi tout ce qui en moi voudrait tout détruire pour avoir un positionnement juste. On va renoncer à rentrer dans la dualité parce qu'on a intégré notre porte de l'Est. Et on va aller travailler en nous notre colère pour pouvoir dire une parole juste qui va nourrir la racine de chaque personne. Une parole de vérité qui va nourrir la racine de chaque personne dans l'écosystème, mais qui sera la parole, ma parole juste de mon point de vue. On va sortir de ce que ce pseudo-amour nous disait qu'on était comme les autres, qu'il fallait être comme les autres, qu'il fallait se taire comme les autres, ou qu'il fallait dire comme les autres, ou qu'il fallait penser comme les autres. Et on va accepter de se différencier et de dire « je ne suis pas d'accord, je ne pense pas comme toi, je suis différente. Je ne vois pas les choses comme ça, je n'ai pas vécu les choses comme toi. J'ai vécu des choses que tu ne sais pas ce que j'ai vécu, je vais te le dire. » Parfois, dans ces moments-là, il est possible que la personne qui a besoin de dire la vérité sur, par exemple, la maltraitance familiale, sur un scénario familial ultra toxique, de dire la vérité à ce moment-là, que cette personne soit, j'ai envie de dire, excommuniée du groupe familial. Parce que cette parole dérange, cette parole de vérité dérange le mensonge familial, le mensonge conscient et inconscient, tout ce qu'on se raconte, toutes les mythes familiaux, toutes les histoires qu'on se raconte en famille pour fédérer les membres ensemble vont être bousculées. Cette parole de vérité va bousculer et à ce moment-là, il faut vraiment être ancré dans son masculin pour supporter la notion d'être droit dans ses bottes, d'être sorti du groupe familial, dénoncer, renoncer à perdre ce lien affectif hein, qui n'était pas de l'amour, mais qui était un lien familial, hein, mais qui à ce moment-là va être refusé par la famille. La famille va refuser de changer de mode relationnel avec la personne qui se positionne. C'est souvent le cas. Pendant un certain temps, le temps que le système familial bouge, le temps que le système familial bouge, il faut plusieurs mois, voire plusieurs années. Et là, ça va demander à la personne d'avoir un masculin très ancré dans ses racines tertielles et dans sa posture du masculin sacré, dans ce qui est juste pour elle, dans ce qui est sa propre conscience, dans ce qui est son propre discernement, d'en refuser les scénarios, les emprises, refuser de cautionner certaines choses qui paraissent non favorables entre autres générations qui suivent. Accepter de passer par la solitude sans pour autant renoncer au lien relationnel avec sa famille. Et on en reparlera dans un autre audio. Un des derniers audios sur l'amour, je vous parlerai de mon point de vue à ce niveau-là. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce moment de désillusion est un moment très émotionnel et qui va on va sentir cette alchimie, hein, ce feu de l'amour qui passe, qui vient griller en nous des choses qui font que dans ce feu qui monte, hein, dans cette colère, dans cette puissance de vie, dans ce redressement, dans comme cette lave de la terre qui monte en nous, qui nous redresse, dans cette conscience aussi qui s'éveille, dans cette parole qui s'ajuste, dans cette épée qui passe et qui tranche ce qui n'a plus lieu d'être. À ce moment-là,
on va vivre des états de crise relationnelle, que ce soit avec nos familles, dans nos couples, avec nos amis. Et il faut accepter la crise. L'état de crise, c'est quelque chose qui vient bouger, c'est quelque chose qui était mort, qui est mis à mort, qui était mortifère, qui est mis à mort, et qui est en train de passer par l'alchimie de la couleur jaune, l'alchimie de l'amour, pour pouvoir se transformer et renaître à un autre état. Et si on fait tout pour ne jamais aller dans les crises, jamais se disputer, toujours lisser les vagues, eh bien, il n'y aura jamais de changement dans nos relations et on ne s'éveillera jamais à l'amour. Du coup, ce passage de désillusion, il est quand on y rentre dedans, tout d'un coup, ça se passe en nous. C'est pas volontaire, c'est tout d'un coup, on est prêt, il y a une prise de conscience et tout d'un coup, on s'aperçoit que tout ce qu'on croyait n'était pas ça et tout s'écroule. Il va y avoir ce processus émotionnel qui va se mettre en route. On va être très bousculé, on va avoir l'impression de passer dans cette vague qui tourne, ce tourbillon émotionnel. Mais en réalité, c'est un passage très constructeur de vie. C'est le feu de l'amour qui passe. C'est le feu de l'amour qui passe dans l'eau. Et c'est ce qui va provoquer les vagues. C'est tout ce qu'on a pensé en amont, tout ce qu'on a projeté sur l'autre, dans la relation. Les pensées, c'est l'élément air qui a créé cette tempête. Et le feu descend du ciel, le feu de l'amour, va passer pour brûler et pour nous faire aller intégrer en nous la sagesse que l'on est en train de vivre. Et ça va passer par les vagues, par l'eau et par les pleurs, par le chagrin, par la désespérance, par l'effondrement. Et à ce moment-là, ce qu'on est en train de vivre, c'est une bonne nouvelle. On est en train de vivre le grand changement vers l'amour. On est en train de prendre conscience, jusque dans nos émotions, de ce qui n'a pas été et du coup de ce qu'on aimerait qu'il soit pour le futur. Alors, dans cet inconfort, on peut se donner des repères. Et je vais vous donner là quelques repères. Dans cette période de deuil, dans cette période de mise à mort, c'est le bon moment pour faire nos grands renoncements. C'est pas facile, c'est pas une période facile, on est en état de crise et il va falloir reprendre la maîtrise des choses dans le sens énergétique, dans le sens je dois reprendre la maîtrise de ce qui se passe en moi, de ne pas me laisser déséquilibrer à l'extrême. Je cherche le passage de l'amour, de mon cœur. Et il y a un moment où j'arrête de répéter les scénarios, la mise en scénario de la victime, la mise en scénario du persécuteur ou du sauveteur. Et je vais donc renoncer à mon état, à tout ce que je faisais avant. Alors, c'est pas facile le renoncement, mais le chemin de vie va passer par là. Renoncer à ma façon de fonctionner, à tout ce que je pensais avant, à toute ma façon de fonctionner. Je vais accepter les pertes qui sont en train de se passer comme étant quelque chose qui était mortifère et dont j'ai plus besoin. Et je vais passer par l'acceptation du manque. Et ça, c'est très important. Je vais accepter de passer par le vide. C'est ce vide-là, cette peur-là, qui faisait que j'acceptais avant l'impensable, qui n'était pas de l'amour. Et tout d'un coup, dans ce retournement, j'accepte de passer par le manque. Le passage, il est là. Par ce vide, je vais même consentir au manque. Je vais le traverser. Je vais consentir au manque. Je vais le traverser. Je vais sortir de ce schéma relationnel sauveteur, victime, persécuteur.
je vais marquer une rupture dans le lien qui n'est pas une rupture, pas forcément une rupture de lien réel, hein, mais qui va être une mise en pause, une mise en ralentir en moi, prendre du recul hein, et écouter. Et je vais commencer mes grands renoncements. La première chose que je vais faire, c'est renoncer à connaître l'autre. Parce que ce que je croyais n'était pas ça. Donc, je vais avoir tendance automatiquement à aller dans l'inverse. Puisque je croyais que c'était mon amoureux, en réalité, c'était un gros connard alors. Puisque je croyais que ma mère était quelqu'un de super, finalement, elle était indigne. Puisque je croyais que mon frère c'était ça, finalement il n'est plus ça. Puisque mon ami m'a trahi et que c'était mon meilleur ami, finalement c'était un gros connard. Donc on a tendance à basculer dans cette dualité, à mettre les gens dans des cases, à les enfermer dans des cases. À ce moment-là, dans la conscience que j'ai, dans l'énergie de juillet, je vais renoncer à connaître l'autre. Puisque je l'ai connu et que je m'étais trompée sur ce qui se passait entre nous, du coup, en fait, je sais pas. Je sais pas qui est cet autre, je sais pas ce qui s'est passé, je sais même pas qui je suis moi-même, mais je comprends que je vais accepter de pas savoir. Et ça, c'est un chemin de vie extraordinaire. Je vais accepter que l'autre m'est totalement inconnu, mystérieux. Et que surtout, il bouge à chaque instant et que ce qu'il a été peut changer. Et que je sais pas ce qu'il va devenir. Et que ça ne me regarde pas. Donc, alors là, je vous parle dans les états de crise et après dans nos vies quotidiennes, ça peut être, dans les états de crise, il peut y avoir des vraies ruptures relationnelles, mais pas forcément. Par exemple, dans la vie de couple, on peut être en état de crise, mais être toujours ensemble. Il y a quelque chose qui est très toxique, c'est d'enfermer l'autre dans une case, dans la case de notre psyché, et de croire le connaître. Or, l'autre n'est pas un objet. L'autre n'a pas une notice d'emploi, il n'est pas un robot. L'autre, il est un être humain qui est mystérieux, qui a toute sa vie intérieure et qui bouge à chaque instant. Et ce qui s'est passé entre lui et moi, je ne le sais pas. Je ne le sais pas, ça m'a échappé puisque ce que j'ai cru, c'était pas ça. Donc, pour finir, aller dans une espèce de règle d'or de refuser en permanence, de penser connaître l'autre, de le figer dans une case, ça pourrait me faire du bien pendant un moment de me dire que c'est un gros salopard. Mais finalement, de renoncer à ça et dire je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne sais pas qui est l'autre, va donner énormément de liberté au souffle de la vie entre moi et l'autre, en moi et en l'autre. Ça nous rend totalement libres. Vous savez, il y a quelque chose qui est très toxique dans les couples, c'est quand on dit de son compagnon, de sa compagne, je le connais comme si je l'avais fait. Ou je sais comment tu vas réagir, ou je te connais. L'autre nous enferme dans sa psyché, ou on enferme l'autre dans sa psyché. Même si ça fait 40 ans que l'on est ensemble, je renonce à te mettre une étiquette dessus. Tu me restes totalement inconnu. Et je suis tout le temps en train d'écouter dans mon cœur, en me connectant au tien. Qui es-tu? Qui deviens-tu? Tu es tout le temps en mouvement. Pour cela, je vais être obligée de communiquer avec toi. Au lieu de t'enfermer dans ma psyché et de me dire de toute façon, je sais très bien ce qu'il va penser, je sais très bien ce qu'il va me dire. Au lieu de ça, en fait, je retourne dans janvier. Je vais communiquer avec toi de cœur à cœur dans le langage de l'amour. Cette posture qui est vraiment une posture intérieure hein, qui va nous amener à effondrer tout un tas de façons de penser en nous, d'activer nos émotions, de parler avec nos amis, de nous posturer en nous et qui va nous obliger à aller vers l'autre. Quand on atteint cette posture intérieure de je ne sais pas qui tu es, mais je vais te le demander, je vais te demander ce que tu penses, ce que tu ressens, comment tu vis ça. Je vais te demander de communiquer, et on va trouver ensemble des astuces
retour au mois de janvier. Comment on fait pour communiquer? Et ça, tout le temps. Ça va rendre l'autre mystérieux et ça va me rendre mystérieuse à l'autre. Et ça va générer un dynamisme de vie entre nous. C'est-à-dire c'est plus figé. Il y a de l'espace entre nous pour que la vie puisse s'expanser, se multiplier dans ses différentes facettes et dans son mystère. Et ça va créer dans la relation une partie magique et mystérieuse qui va tout changer. L'autre renoncement dont je pourrais vous parler, vous allez voir, hein, c'est pas simple, hein, c'est le renoncement à vouloir changer l'autre. Je crois que ça, on en parle souvent en psychologie et puis qu'on n'est pas bien convaincu de ce qu'on dit parce que comment on fait pour le mettre en pratique? Par l'expérience et en s'apercevant que l'autre ne veut pas changer pour moi. Aïe, ça fait mal ça. Mais non, il ne veut pas changer pour moi. Pourquoi il changerait pour moi puisqu'il ne m'aime pas? Au mieux, il va vouloir se modeler à moi, mais c'est pas de l'amour ça. Il ne veut pas changer l'autre. S'il change, c'est pour lui. C'est pas pour moi. Donc, de toute façon, on n'arrivera jamais à changer l'autre, pour moi. En tout cas, dans la dimension de l'amour, ça ne marche pas. Ça serait du non-amour. Ça serait du toxique. La seule chose qu'on arrive à faire en voulant changer l'autre, c'est à se pourrir la vie nous-mêmes. Par la rancœur, par les ruminations, par les reproches à l'autre, par les conversations avec mon ami en se plaignant, en allant voir sa psy ou son coach qui nous donne des bonnes astuces. Non. Je ne le changerai pas. Alors je fais comment si c'est mon compagnon et qu'on vit tous les jours ensemble? Si je ne peux pas le changer alors? Je vais aimer ce qui est. Et on fait comment pour aimer ce qui est? On va en reparler dans un autre audio. On va reparler de ça. Choisir l'amour. Je choisis l'amour. C'est pas le choix le plus simple, mais c'est celui dans lequel on est invité à avancer dans la relation de couple, dans toutes les relations, dans la relation à nos parents, à nos enfants, à nos amis, etc. À un moment, choisir l'amour et laisser faire. Alors, il va y avoir toute cette alchimie qui va se mettre en route. Il va y avoir tout un tas de choses en nous qui vont s'insurger, qui vont travailler, qui vont se rebeller, qui vont se soumettre, qui vont espérer. Il va y avoir toute cette alchimie dont on a déjà parlé. Et à un moment, il y a quelque chose qui va se passer et qui va changer en moi, dans mon regard, dans ma posture avec l'autre. Quand ça se passe, automatiquement, l'autre change aussi. C'est automatique, hein, dans le couple en tout cas, même dans la relation. C'est automatique et c'est énergétique dans le lien relationnel. Alors, il ne change pas forcément comme je le veux. Il va changer. En fait, la relation n'a de cesse d'essayer de s'harmoniser. C'est ça qu'on va travailler, c'est essayer d'harmoniser nos relations. Mais l'harmonisation ne passe pas par obliger à l'autre de faire ce que je veux. Ou m'adapter à fond à l'autre pour faire ce qu'il veut. L'harmonisation va passer par des processus alchimiques qui sont en lien entre les forces du féminin et du masculin en moi et entre nous qui travaillent pour arriver à ce point d'unité. Donc quand moi je bouge, l'autre bouge. C'est comme ça. Quand je renonce à changer l'autre, il va y avoir automatiquement des choses qui vont s'arrêter dans la relation. Des jeux relationnels que j'avais mis en route, qui tenaient, où je voulais tenir, où je voulais m'adapter, où je voulais forcer l'autre, enfin tout un tas de choses dans le lien relationnel qui n'était pas très sain, qui va s'arrêter d'un coup. Et la relation va changer, et l'autre va changer. Donc je vais
forcément passer par des crises intérieures, par des deuils, par des processus alchimiques intérieurs, mais c'est un choix. C'est je renonce à changer l'autre et je vais amorcer ce changement en moi. Et de s'exercer à faire ça au quotidien, ça va petit à petit nous amener dans un chemin de vie extraordinaire. Parce qu'au lieu d'être sur l'autre, j'expérimente la relation. On en parlera plus loin de ça, de comment l'amour, en fait, est un guide qui nous permet de gagner en intelligence relationnelle. C'est là où il y a toute notre souffrance d'aujourd'hui. Nous n'avons aucune intelligence relationnelle pour l'instant. Nous sommes des enfants à la relation, parce que nous sommes des enfants à l'amour. Et c'est là-dedans que nous avons à grandir. Et ce passage, ce cap de passer de l'énergie de juin à juillet, c'est vraiment de faire ce cap de grandir à la relation dans notre humanité. Un autre renoncement, c'est de renoncer à ne faire qu'un avec l'autre. Vous savez, souvent, quand on a comme ça des grosses blessures affectives, c'est quand l'enjeu relationnel avec l'autre était important. On entend des personnes qui nous disent « l'autre est tout pour moi. S'il me quitte, s'il meurt, j'ai plus rien. » Ces personnes peuvent parler d'un conjoint, d'un enfant. Certaines relations amicales sont très fortes aussi comme ça. Je crois profondément que la notion d'amour, la vraie notion d'amour arrive à partir du moment où on rentre dans cette phase de l'indépendance. Hein, on va basculer de juin à juillet, de juillet en août. On va commencer à vivre l'amour là, c'est-à-dire quand je vais être capable de m'aimer moi-même et de survivre à la séparation de l'autre, de survivre au décès de l'autre, de survivre au fait que mon enfant quitte le foyer et vit sa vie, de survivre au décès de mes parents. On le voit dans ce conte. Bon, dans ce conte, c'est particulier parce que tout le monde meurt, même ses petits-enfants. C'est là où c'est difficile. C'est pas une seule personne, c'est la répétition de la séparation. Mais l'idée générale, c'est quand je vis quelque chose qui est tellement intense et qui me met dans une bulle fusionnelle où l'autre devient tout pour moi, je ne suis pas dans l'amour. Je suis dans l'attachement comme un bébé. L'autre est tout pour moi. Je suis dans la bulle fusionnelle matricielle de la mère. Et il faut que cet amour du masculin passe, cette épée, cette différenciation. Il faut que je puisse être, que ce cordon ombilical puisse être coupé. Il faut que je puisse m'aimer dans ma différence, dans mon unicité, et que je puisse m'aimer dans ma solitude pour pouvoir commencer à pouvoir aimer, et moi et l'autre. Avant ça, je n'aime pas. Je m'accroche. Je m'adapte. Je me contorsionne. Pourquoi? Parce que j'ai peur d'être seule. J'ai peur de la séparation. Il faut que je puisse accepter la blessure de la séparation ou tout simplement accepter la séparation sans être blessée. Accepter la diffusion pour pouvoir commencer à aimer. Donc, dans mes relations affectives ou amoureuses ou en couple, je vais renoncer à faire un avec l'autre et je vais commencer à me différencier. Ça va faire des états de crise dans les relations. L'autre, il n'est pas content. Ça va faire bouger les relations. Mais c'est la seule étape possible pour accéder à un vrai niveau d'amour, à commencer à accéder vraiment à l'amour, à l'ouverture du cœur. Accepter le manque, accepter le mystère et accepter de défusionner et accepter de traverser dans ma solitude mes blessures à l'attachement, mes blessures affectives,
pour en guérir et ensuite avoir la capacité d'aimer vraiment d'une façon beaucoup plus inconditionnelle, même dans son couple. Alors peut-être qu'on peut se dire, oui, mais Claire-Lise, du coup, l'amour c'est l'unité, et là tu nous dis, il faut renoncer à faire un. Oui, on va renoncer à faire un dans la dépendance. Et on va accepter de passer par cette différenciation, par cette indépendance, parce qu'on va tendre vers l'unité, on va cheminer vers l'unité. C'est un chemin. Et cette unité, dans le couple, dans l'amour, un jour, elle se trouvera, mais ça sera différent de ce qu'on vivait dans la dépendance. Ça n'a plus rien à voir. Donc on se met en chemin, on tend vers l'unité, mais on ne sait pas qu'est-ce que c'est. On grandit, on avance. Et ça va d'abord passer par la différenciation. Autre renoncement que je vous propose de regarder, d'observer, et si ça vous parle dans votre vie, c'est le renoncement à un idéal d'amour qui serait l'amour absolu, en fait. Quelque chose qui dans la relation, serait toujours là. Quand on parle d'amour, quand on tombe amoureux, quand on vit quelque chose de fort dans une amitié, dans une relation affective, on peut avoir cette sensation intérieure que c'est quelque chose qu'on connaît, comme la nostalgie de l'ailleurs, cette force d'amour en nous qu'on connaît et qu'on voudrait en permanence retrouver avec les gens, avec nos amis, nos enfants, nos parents, notre amoureux. Et il y a cette notion de premier amour, souvent dans la relation entre autres amoureuses ou amicales, hein, cette rencontre, et tout d'un coup, il y a quelque chose, il y a une alchimie qui se passe entre nous et qui est très fort au début. On en reparlera sur l'audio sur le couple. Et il y a ce souffle d'amour qui passe, hein, qui vient d'ailleurs, qui nous transporte. Et ça peut durer un moment. Et on va vouloir le nourrir. Et on va vouloir qu'il dure et qu'il dure. Et comme il ne va pas durer, eh bien, on va se critiquer là-dedans. On va se dire qu'on n'y arrive pas. On va critiquer l'autre. On va trouver des raisons. On va se plaindre. On va trouver que c'est pas normal. On va trouver qu'on vit des choses pas sympas, que c'est plus comme avant. On est tout simplement dans notre condition humaine. Et dans notre condition humaine, tout est relatif. Et on va même accepter ça et aimer ça. C'est pas l'amour absolu dans la condition humaine. On peut vivre des moments magnifiques. On peut vivre des moments où on se dit, mais ça, c'est vraiment l'amour au grand tas qui nous vient d'ailleurs. Mais en réalité, on ne le vit pas 24 heures sur 24. Il y a des moments d'absolu qui nous traversent, mais ce n'est pas tout le temps. Et renoncer à vouloir que ce soit tout le temps, accepter les variations, accepter que même pendant longtemps, il n'y a plus. C'est probablement un pas dans celle qui aime toute chose. Alors là, je vais vous donner une recette qui, moi, m'a beaucoup aidée, qui m'aide toujours en fait, c'est d'accepter que dans l'amour, il y a des moments de non-amour. Il y a l'amour, et puis il y a des moments de non-amour, et puis il y a l'amour, puis il y a des moments de non-amour, et puis l'amour, il prend toutes ces dégradés de couleurs. Des fois, c'est vraiment très très fort, des fois, c'est moins, des fois, c'est basique. Chacun va y mettre ses qualificatifs, et des fois, il n'y a rien. Il y a des moments de non-amour. Et ça peut durer un peu, beaucoup, très longtemps. Juste de se dire, c'est ok, on est dans un moment de non-amour. Je suis dans un moment de non-amour. Je suis dans ma condition humaine, dans mes limites. Nous sommes dans notre condition humaine, dans nos limites. Et d'écouter ça, tout simplement. De ne pas s'y installer dedans. De ne pas se dire que c'est un problème. De juste se dire qu'on est en train de surfer sur la vague dans la relation entre nous et que
en surfant sur leur vague, on est un peu au creux de la vague actuellement. Et on écoute ce que ça nous dit au fond de nous. Sans vouloir autre chose que ça. Pourquoi je devrais changer quelque chose pour que l'amour reparte? L'amour, c'est pas que l'amour est parti. C'est qu'il y a quelque chose qui se passe en moi, en l'autre, entre nous, et que je peux écouter ça dans la bienveillance, la compassion, la foi et la conscience. Donc je vais renoncer à cet amour absolu, je vais renoncer à cette quête d'amour incroyable avec le grand A, et je vais accepter notre condition humaine et qu'il y ait des moments de non-amour dans l'amour. Et je ne vais pas en faire un drame, et je ne vais pas critiquer, et je ne vais pas juger, et je ne vais pas appeler ma copine pour critiquer mon compagnon. Ou si je le fais, je m'observe. Et je dis, je me vois Claire-Lise, je te vois Claire-Lise, regarde ce que tu es en train de faire. Tu es en train d'infecter ta blessure à l'amour. Tu es en train de commencer à mettre du poison relationnel dans la relation avec ton amoureux, etc. etc. Je m'observe, j'en prends conscience et je vais le travailler. Voilà, si vous retenez ces 4 renoncements, je vous propose de les noter, d'en faire une liste et de les retenir et de les mettre en pratique. Vous allez voir que c'est extrêmement apaisant, extrêmement libérateur et que ça va changer quelque chose en vous et dans votre relation et dans vos émotions et que ça va probablement à un moment amorcer quelque chose dans votre cœur. Alors, le dernier volet que je voulais aborder avec vous dans cet audio, c'est donc finalement, une fois que j'ai observé mes scénarios de non-amour et que je suis passée par cette grande désillusion, eh bien, il va falloir que je trouve l'amour en moi en travaillant sur mes blessures. C'est ce grand retournement. Au lieu d'attendre l'extérieur, au lieu d'accuser l'autre, au lieu d'attendre de l'autre, tout d'un coup, je vais me retourner à l'intérieur de moi et je vais aller voir comment ça fonctionne en moi, comment je me suis construite, qu'est-ce que je me raconte, comment je fonctionne dans le non-amour. Je vais aller pister en moi tous les espaces de non-amour, on le voit très bien dans ce conte, où elle va comme désinfecter cette blessure pour pouvoir, derrière la blessure de non-amour, trouver l'amour. C'est un cap où on dépasse le déni en fait, le déni de réalité. Où on avait l'impression d'aimer et du coup on se disait le problème c'est l'autre, c'est pas moi. Et tout d'un coup on revient dans la réalité, on regarde la réalité en face et on se regarde et on devient honnête avec soi-même. Il y a quelque chose qui vraiment fonctionne, au lieu de partir de l'idéal de l'amour, comme il serait, et de travailler pour qu'on ne l'a pas, ce qui fonctionne, c'est de partir de nos déchirures, de nos blessures, et d'aller de cet espace-là à la rencontre de l'amour, en nous. Il y a quelque chose qui est important à ce moment-là à faire, c'est de prendre conscience de nos anesthésies affectives. Il y a vraiment un grand retournement. Tout d'un coup, je prends conscience de tous les espaces en moi qui sont comme anesthésie à l'affection, à l'amour. Et de tout ce que j'avais mis en route pour ne pas les ressentir et pour me faire croire que j'aimais. Ou que je croyais que j'aimais. Ou que je m'étais construite comme ça avec mes parents, avec mes amis, avec mes amoureux, etc. Et tout d'un coup, c'est comme si cette conscience, la lumière du feu, la lumière de ce masculin, cet troisième œil qui s'est éclairé avec l'énergie d'avril, de mai et de juin. Avril, celle qui voit loin, je suis capable de voir au-delà du tangible et de me reconnecter à la porte d'or et de reprendre conscience
de quelque chose de l'ordre de l'amour du ciel. Mais je suis capable de rentrer dans le discernement via mon corps. Juin, je prends conscience de la présence du coyote et de toute la manipulation que je peux me faire moi-même, que je peux faire aux autres, que les autres peuvent me faire à moi. Et tout d'un coup, en juillet, il y a cette lumière qui s'éclaire, cette lumière du masculin. Et tout d'un coup, je constate, je vois comment je fonctionne et je peux à ce moment-là prendre conscience que j'ai des espaces en moi qui sont anesthésiés affectivement. Ça demande un moment de recul, de prière et de silence, et d'écoute, d'observation de moi-même, comment je fonctionne, et de nous accueillir comme nous sommes. Je m'accueille comme je suis. Je renonce à me juger. Je m'accueille comme je suis, j'observe, et je vais m'aimer là-dedans. Je vais me donner ce que les autres ne pouvaient pas me donner. Je vais observer que il y a des espaces en moi qui ne vibrent pas du tout. Que je ne vibre pas, que je ne vibre pas dans l'amour, dans mon cœur, malgré tout ce que la vie me donne. On va voir que dans ces grands espaces blessés, dans cet accomplissement du masculin, on est arrivé quand même à un cap d'accomplissement aussi dans la matière. On peut avoir un métier qu'on aime, on a nettoyé toutes nos relations, on a des amis formidables, on peut avoir un couple formidable, des enfants formidables. Quand je dis formidable, c'est pas idéal, mais ça se passe en général bien. On peut être dans une période de vie où finalement ça va plutôt bien. Et j'ai une forme d'ingratitude en moi. L'ingratitude, c'est vraiment, et ce conte nous le montre, c'est vraiment une porte, une clé pour ouvrir la porte de notre cœur. Où est mon espace d'ingratitude? Je ressens rien, je suis en vacances, c'est super, il fait beau, il y a une bonne ambiance, j'ai pas de joie. Je vais chez des amis, on met de la musique, on danse, ça me saoule. Ma meilleure amie me raconte ses histoires à elle, j'en ai rien à faire. Etc., etc. Il y a des moments dans ma vie où il y a plus, ça vibre plus, alors que paradoxalement, ça peut aller plutôt bien. Et ces moments, c'est l'ingratitude, c'est la première chose qui arrive quand on tape à la porte de notre cœur. C'est l'ingratitude, c'est fastidieux le chemin, parce qu'on se dit, tiens, allez, je vais reprendre ma responsabilité et je vais aller voir qu'est-ce qui se passe dans mon cœur là. Voilà, c'est bon, j'ai compris, je vais y aller. Je vais me prendre une flopée d'ingratitude. C'est très désagréable. Et c'est vraiment un moment de vérité et c'est vraiment un moment d'accueil de nous. D'accueil de nous dans le silence, dans l'écoute, dans la prière. Et ça va durer un moment. Mais la bonne nouvelle, c'est que ça ne va pas durer toujours. À un moment, ça va lâcher. Si on l'accueille, ça va lâcher et notre cœur va s'ouvrir. Alors, notre cœur blessé dans cette désillusion, dans nos blessures à l'amour, donc il y a eu peut-être des gros chocs à l'amour dont on n'a pas conscience. Et peut-être que l'état dans lequel on est d'anesthésie affective nous montrera qu'on a peut-être des choses à découvrir de notre passé, qu'on n'a pas encore découvert, qui sont cachées. Retour à l'énergie d'avril, le clivage, le refoulement, enfin tous les mécanismes de défense. Et là, on peut se faire aider. Il peut y avoir des mémoires occultes, ce qu'on appelle occultées, des choses dont on n'a plus le souvenir. Soit parce qu'on était trop petit, soit parce qu'on a vécu des chocs et on a occulté, le souvenir s'est clivé. Ça peut être aussi des choses qu'ont vécu nos parents, des secrets de famille, etc. Donc pourquoi j'ai cette anesthésie affective? Soit je le sais, j'ai vécu des chocs, du traumatisme dans mon enfance, soit je ne le sais pas, soit je viens de vivre une relation affective difficile avec une rupture douloureuse et je sais en parler. Mais voilà, l'anesthésie affective, c'est une piste et je vais aller voir mon cœur qui s'est cuirassé, ce cœur brisé qui s'est cuirassé pour se protéger, pour protéger le plus vulnérable que j'ai en moi. Qu'est-ce qui est le plus vulnérable? C'est l'amour qui est au fond de mon cœur. C'est aussi mon enfant intérieur, c'est aussi l'énergie de vie. C'est mon trésor intérieur.
Ce plus vulnérable, il est dans mon cœur et mon cœur, il va se fermer pour le protéger. C'est automatique. On va avoir l'impression d'avoir un cœur de pierre, tout congelé, tout inerte. Alors, les personnes qui ont un cœur très endurci, ils peuvent être dans une forme d'amour mental, d'amour de la tête, d'amour de belles paroles, d'amour narcissique. J'ai pu peut-être être en relation avec des personnes qui m'ont dit des belles paroles, qui ont simulé, qui ont manipulé, hein, qui ont joué avec mes émotions, mais qui eux-mêmes ne m'ont pas aimé. Et ça a pu endurcir mon cœur finalement. Guérir à l'amour, c'est un choix. Tout d'un coup, je décide moi que moi, je ne serai pas de ces gens-là. Je vais aller guérir mon cœur. Et je vais m'apercevoir que je peux avoir un cœur de pierre. Un cœur traumatisé, douloureux, congelé, blessé. Et que je vais arrêter mes belles paroles à l'amour, mon côté bien pensant, bienfaisant. Je vais aller dans la réalité de ce que je suis, je vais aller dans mon cœur. J'arrête le bienfaisant, le bien faire, la bienveillance. Hein? Il est de bon ton aujourd'hui de prêcher dans les milieux thérapeutiques, spirituels, bien-être, la bienveillance. Ça aussi, c'est encore une injonction théorique des cœurs fermés. On n'a pas besoin de prêcher la bienveillance. Ça ne marche pas. Tu peux demander à quelqu'un d'être bienveillant, il le sera dans le bien faire, mais si son cœur est fermé, il ne sera pas bienveillant en réalité. C'est une injonction, ça ne marche pas la bienveillance. C'est une décision de bien veiller à ce que je ressens dans ma vérité intérieure, à comment je vibre et d'aller voir ce qui se passe en moi. C'est tout. Une fois que je fais ce trajet-là en moi, ça va se passer avec l'autre. Donc je vais regarder mon anesthésie affective, je vais regarder mon cœur qui ne vibre pas et je vais arrêter de m'épuiser à essayer de montrer le contraire, de lutter contre ça, de dire des grandes théories. Qui souvent résonnent, font flop, parce qu'il y a un décalage entre ce que je dis et ce que je vibre, en fait. Tout d'un coup, je vais vibrer, je vais dire ce que je vibre, et je vibre pas, là. J'ai pas envie d'être bienveillante. J'ai de la rancœur, j'ai de l'amertume, ça me saoule. Et je vais aller voir ça, je vais aller taper à la porte de mon cœur, pour aller voir ce qu'il y a derrière. Je vais même renoncer à ce moment-là à aimer. Je vais accepter de ne pas aimer. Je vais renoncer au bien-pensant, au bienfaisant, et je vais accepter ce qui est. Je suis dans une période de non-amour, je n'aime pas, j'ai de la rancœur, je vibre pas, j'ai pas de la joie. Toute l'injonction à la joie, hein, aussi. C'est très culpabilisant quand on travaille sur notre cœur. Ben là, je suis dans une période de non-joie, de non-amour. Dans le monde actuellement, dans la spiritualité qui est celle du New Age, dont je vous ai déjà parlé, qui est vraiment tout un mouvement qui est dans souvent les milieux spirituels actuels ou de bien-être ou de thérapie. Il est de bon ton de parler de la bienveillance et de la joie, d'être dans la pensée positive, d'être bienveillant. Tout ça, c'est encore des injonctions, c'est une forme de religion, c'est une forme d'idéal qui peut devenir de l'idéologie. Quand vous allez dire à un groupe qui demande la bienveillance que vous en êtes incapable, en toute vérité, mais que vous pouvez écouter ce que dit votre cœur, être bienveillante à votre cœur, ça peut déranger les autres. Parce que vous n'êtes plus dans la pensée unique. Quand les gens prêchent la joie, l'amour bisounours, et que vous dites que vous êtes dans une période de non-amour et de non-joie, ça peut déranger. On peut vous exclure d'un groupe d'amitié. Ben moi, je vous propose de renoncer à tout ce qui est l'idéologie de l'amour, à la superficialité, et d'avoir le courage de plonger dans votre blessure et d'aller voir en toute vérité ce qui est vrai en vous et ce qui est, et d'aimer ça. De ne pas attendre que l'autre vous aime, vous accepte comme vous êtes, mais vous, de vous aimer, de vous accepter, de faire ce passage-là dans un but de guérir votre cœur, dans la vérité, dans la réalité, et de sortir de l'illusion dans laquelle les systèmes relationnels actuels nous mettent. Alors il va falloir le temps au temps.
on ne force pas un cœur fermé, ni le mien, ni celui de l'autre d'ailleurs. Je ne peux pas forcer l'autre à ouvrir son cœur. Parce que le cœur, c'est vraiment l'espace de notre sécurité sur tous les plans en fait. Donc le cœur, il s'ouvre que quand il est en sécurité. Donc quand notre cœur est fermé, c'est qu'il a des bonnes raisons, c'est que c'est insécure, tout simplement. Et tout d'un coup, notre cœur peut s'ouvrir à un moment. Il y a un temps pour ça, il y a un temps pour l'amour. Il y a un temps divin, j'ai envie de dire, entre moi, le souffle d'amour et le divin. Je vais vous citer un verset de la Bible qui est dans les Cantiques des Cantiques. Les Cantiques des Cantiques, c'est un livre dans la Bible qui parle de l'amour. Et au chapitre 3, verset 5, il est dit « Ne réveillez pas l'amour avant qu'il le décide ». Je ne peux pas faire du forcing en moi et avec les autres et avec l'autre. Aïe, 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 ça ferme les cœurs, c'est blessant ça. C'est blessant pour moi de me forcer à aimer. Je peux qu'accepter ce qui est. Là, je suis dans une période de non-amour. Avec mes parents, avec mes frères, avec mes enfants, avec mon conjoint, avec moi-même, avec le divin. Et de s'accueillir là-dedans, c'est un grand cap. Et de ne pas bouger. On va se confronter à la culpabilité. La culpabilité de ne pas aimer assez, de ne pas être assez bien pour l'autre, ou assez bien pour soi-même. Surtout, ça nous arrive surtout quand il y a un décès. On a l'impression qu'on n'a pas aimé assez. Voilà, dans cette énergie du mois de juillet, je vous propose juste de monter en conscience dans votre masculin et d'accueillir avec votre féminin, au même niveau de conscience que votre masculin, d'accueillir avec votre féminin ce qui est. Le masculin monte en conscience et rencontre son féminin qui vient accueillir ce qui est. Il y a un passage de relais. Le masculin monte en conscience, va montrer au féminin ce qui est, et le féminin va l'accueillir dans sa coupe, avec compassion, pour prendre le relais, la suite du chemin. Et si on veut qu'il y ait ce relais masculin-féminin, il faut qu'on puisse être dans cette conscience qui nous éclaire, totale, sans se mentir, pour que notre féminin puisse récupérer ça et en faire quelque chose pour de la vie. En toute honnêteté, en toute humilité, en toute conscience, en toute acceptation, compassion. Et c'est un choix technique. Voilà, j'espère que vous avez pu capter dans cet audio quelques recettes, quelques règles d'or. Je vous propose vraiment de le réécouter, de prendre des notes et de le mettre en application. Éventuellement de vous faire aider si vous avez besoin d'aide, mais d'observer, si vous mettez en application ces exercices, d'observer ce qui change dans votre vie. Voilà, je vais conclure cet audio en vous disant que choisir l'amour, choisir le chemin de l'amour, c'est extrêmement exigeant. C'est pour ça que c'est l'accomplissement du masculin, ça demande une certaine maîtrise de soi, une capacité à faire les bons choix, avoir du discernement, à accepter de renoncer, accepter de changer, accepter de faire le saut quantique, d'avoir de la foi, accepter de faire passer ce relais au féminin. Qu'est-ce qui va faire notre féminin? C'est qu'il va écrouler toutes nos croyances, il va écrouler tout notre bien-faire. Notre féminin va nous faire repartir dans la vie pour aller plus loin. Alors, je vais faire un autre audio sur l'amour encore. Et dans cet audio-là, je me propose d'aller explorer avec vous l'amour dans tous ses états. C'est-à-dire qu'on va regarder finalement les qualités de l'amour qu'on pourrait nommer en lien avec les différentes portes de la roue pour pouvoir en ressentir quelque chose dans notre cœur. Voilà, donc je vous dis à tout de suite pour la prochaine audio.